Bon, après tout ce qu'on a vu ce matin et ce début d'après-midi, on voit que les intelligences artificielles sont là. Elles sont là dans notre industrie. Elles vont potentiellement bouleverser. Des fois, on en parle comme d'un tsunami qui arrive dans l'information, qui est sur une temporalité différente. Parce que on est sur l'information initiale, notamment, on est sur du temps long. Il y a une obligation pour nous, qu'on y adhère ou pas, à s'approprier le sujet, à voir comment il fonctionne et à voir comment on peut l'intégrer dans notre réflexion et dans la formation de nos étudiants, à la fois sur la question technique des compétences nouvelles qui vont potentiellement être abordées, et parfois à réfléchir à ce que c'est le rôle aussi de la formation de réfléchir à des points de vue éthiques et aux valeurs qu'on transmet à travers l'usage des outils qu'on choisit de transmettre à nos étudiants. Donc pour répondre ou aborder ou effleurer en tout cas ces sujets, 4 invités aujourd'hui, de domaines différents. Elisa Fromont, plutôt du côté université, vous abordez le sujet de l'intelligence artificielle depuis beaucoup plus longtemps que juste 1 ou 2 ans et depuis tous les faits médiatiques qu'on a aujourd'hui. Stéphane Chung de l'INA, ça fait déjà 2 ans qu'on aborde ce sujet. Simon Vanessa de Artefix, ça fait moins longtemps. On en parle de manière très active depuis peu. Et Tatiana, côté AFDAS, on va faire un petit point, un état des lieux du moment et de la formation continue. Donc, je vais commencer par Elisa. Hop. Oui. Tiens, est-ce que tu peux juste nous dire où vous en êtes côté université? Donc, tu es à la fois enseignante-chercheuse et enseignante à l'université, c'est ça? Et voilà. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce que vous faites au niveau de l'intelligence artificielle et un côté génératif? Ça marche. Voilà, je suis enseignante-chercheuse en informatique et je suis chercheuse en IA, donc c'est mon domaine de recherche. Donc en fait, je l'enseigne depuis longtemps, depuis que j'ai fait ma thèse. Et donc au début, c'était il y a un peu plus de 20 ans, on enseignait l'intelligence artificielle. On l'a toujours enseigné en cours, mais c'était plutôt, on va dire, l'intelligence artificielle, on dirait old school. C'était les algorithmes de recherche dans des grands espaces, à étoiles, voilà, à profondeur d'abord, des choses comme ça, plus court chemin. Ça, c'était ce qu'on appelait les algorithmes d'IA. Puis après, il y a eu une vague, on s'est mis à enseigner ce qui était plutôt pattern mining, la partie fouille de données, donc on va dire apprentissage non supervisé, mais ce n'était pas vraiment de l'apprentissage, c'était plutôt de la recherche de motifs, c'était de l'énumération plus que de l'optimisation. Et le machine learning est venu, je dirais, il y a une quinzaine d'années. Après, avec les succès du deep learning, en fait, on nous a dit dans un cours d'IA, il va quand même falloir parler d'apprentissage automatique. C'est mon domaine de recherche. Donc ça, c'est venu, voilà, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et puis, graduellement, on est monté en charge avec l'avènement du deep learning, donc depuis 2012 et après. Donc il y a eu des cours de machine learning spécifiques qui sont montés. Et sinon, la raison pour laquelle on m'a invité aujourd'hui, c'est parce que donc, je suis responsable scientifique d'un gros projet maintenant qui s'appelle TIAR, qui est un projet qui est une réponse à un appel du gouvernement et dans lequel on fait plein d'actions en fait, pour densifier les formations en intelligence artificielle globalement sur la place rennaise. Donc ça touche les établissements publics, mais ça va de l'ENSAI à Rennes 2, nous à l'Université de Rennes, ex-Rennes 1, l'INSA et en fait l'ENS. On va chercher à mettre de l'IA un peu partout maintenant. Donc en licence, en master, on crée un nouveau master qui ouvre à la rentrée en alternance sur 2 ans, dédié à l'intelligence artificielle. Donc la deuxième question que tu n'as pas posée, mais je vais me la poser toute seule, c'est l'IA générative. Donc en fait, pour nous, l'IA générative, c'est pas encore un sujet tellement dominant qu'on a un cours qui s'appelle IA générative. On va avoir des cours d'apprentissage supervisé, non supervisé, dans lequel il va y avoir de l'apprentissage génératif. Mais on ne va pas avoir de cours dédiés à ça. Mais donc là, dans le nouveau master, il va y avoir quand même beaucoup de cours qui vont parler de ça. En TP, ils vont apprendre à entraîner leur LLM maison, leur grand modèle de langue maison, sur lequel ils vont pouvoir apprendre à fine-tuner. Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français.
Non, je ne vais pas y arriver. Donc voilà, ça c'est des choses qu'ils vont voir maintenant en master. Et puis du coup, j'en profite pour ma page de pub. Nos étudiants, ils cherchent des contrats en alternance à partir de l'année prochaine. Voilà. Merci. On fait toujours avec Stéphane parce que côté université, on voit que c'est aussi des formations qui sont orientées pour le développement des outils de ces technologies-là, mais pas encore beaucoup sur l'usage applicatif dans nos industries spécifiquement. Donc Stéphane, c'est un peu précurseur à côté INA sur ce sujet. Précurseur, je ne sais pas, mais effectivement, on est du côté utilisation des outils. En fait, la question a commencé à se poser pour moi il y a un peu plus de 2 ans. Et j'ai choisi l'année dernière d'introduire pour la première fois un premier cours qui était surtout une acculturation au début sur les outils de l'intelligence artificielle pour un de nos diplômes qui est celui de Motion Design 3D. En grande partie, je l'ai fait d'abord pour répondre à ce que je ressentais comme étant un petit peu au minimum des questions et parfois même une anxiété de nos élèves qui commençaient à entendre beaucoup de choses sans avoir rien de concret entre les mains, mais qui pouvaient se poser énormément de questions sur ce qu'ils étaient en train d'apprendre, sur leur futur métier, et qui avaient besoin d'avoir des premières réponses par rapport à ça. Donc comme moi j'avais commencé à titre personnel à m'intéresser à ces questions, à tester le maximum d'outils dans ce qui sortait, j'ai commencé à travailler un petit peu avec eux pour leur faire toucher plus concrètement les premiers outils d'IA générative qu'on avait. Donc c'était il y a 1 an et demi. Donc on était sur la génération d'images fixes uniquement, avec des résultats qui n'étaient pas forcément encore enthousiasmants, qui n'étaient vraiment pas contrôlables. Donc on a commencé à faire ça. Ça a été, je pense, une très bonne chose. On a fait des tests d'usage pour voir si ça allait fonctionner pour eux. On a vu qu'il y avait énormément de limites et qu'on ne pouvait pas aller très loin. Mais qu'il y avait une possibilité d'évolution assez rapide, au moins dans des usages plutôt orientés pré-production. Donc on est parti de là. Et cette année, entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées parce que ça évolue vite. Entre-temps, donc on est déjà sur Stable Diffusion. Depuis, on est passé forcément sur ComfyUI qui donne un peu plus de possibilités. L'arrivée de ControlNet, d'IP Adapter, donc de nouveaux modes de travail finalement dans une interface nodale qui ressemble beaucoup à ce qu'ils connaissent par ailleurs, et de plus en plus de possibilités de contrôle dans leur travail et dans les itérations. Et là, cette année, ça a pris beaucoup plus de sens puisqu'on a augmenté le nombre de jours qui était prévu, toujours sur ces outils, toujours sur de l'image fixe, dans un usage essentiellement sur du moodboard, pour travailler sur du moodboard génératif, pour de l'amélioration ou de l'augmentation sur du storyboard, sachant que les élèves ne sont pas des spécialistes de dessin, ils n'ont pas fait de dessin avant, et donc la partie de storyboard, même de présentation, est difficile pour eux. Et ça fonctionne de mieux en mieux. Et là, je pense qu'on va continuer maintenant sur aussi tout ce qui est LoRa, le fine-tuning. Et il y a encore beaucoup de choses là à explorer. Et tout doucement vers des choses pour la vidéo. Mais pour l'instant, c'est encore embryonnaire. Les résultats de la Jam aussi l'ont montré. C'est très difficile à maîtriser et ce serait très difficile d'en sortir quelque chose qui serait utilisable tel quel. Donc pour l'instant, comme c'est beaucoup sur l'image fixe, c'est vrai que c'est beaucoup plus sur les phases de pré-production. On en est un petit peu là. Et merci. On pourrait enchaîner avec Simon. C'est un certain temps qu'on discute, donc c'est presque une approche de stratégie maintenant. Alors, TFX, on a une école où on aime beaucoup se confronter à de nouvelles technologies et ça fait partie intégrante du cursus que de mettre les étudiants face à des pipelines, pas forcément que ceux qu'on maîtrise. Et on a pas mal de moments pédagogiques dans notre cursus où on a des projets labos, par exemple en 3e année, où même les films de fin d'études sont un grand lieu d'expérimentation. Donc depuis plusieurs années, on utilisait déjà plusieurs outils qui utilisaient des IA génératives. Mais je dois avouer que là, depuis 2 ans, et on se pose de plus en plus de questions. Et depuis 1 an, on a décidé d'intégrer plus fortement l'enseignement des IA génératives. Alors, on est au début. Alors, je peux vous raconter comment on l'aborde pour l'instant. On a plusieurs volets dedans. Et le premier volet, c'est un volet un peu théorique. On essaie de revenir à l'histoire de l'art, en fait, pour commencer, et se reposer la question de la technique et de l'art.
et des relations entre les deux. Pour remettre en contexte, parce que comme tu l'as signifié tout à l'heure, il y a un petit peu de torpeur chez nos étudiants face à ces outils, et de recontextualiser dans un mouvement plus celui de l'humanité qui acquiert de nouvelles techniques et qui, ces nouvelles techniques changent sa façon de s'exprimer. L'IA est une nouvelle technique en soi et qui va permettre de nouvelles images, qui va permettre sûrement une avant-garde artistique aussi, qui sortira sûrement, qui n'est pas encore là. Donc c'est génial parce qu'on est dans une époque où on se dit tiens, il y a de nouveaux outils expressifs et on n'a pas encore vu toutes les capacités d'expression qu'ils peuvent avoir. Donc il y a aussi du beau là-dedans. Enfin, il y aura de nouvelles histoires, il y aura de nouveaux formats, il y aura des nouvelles choses qui seront créées parce que ces outils permettent de nouvelles choses. Donc en tout cas, une phase comme ça, une phase après où on est une école d'art, mais une école d'art aussi très orientée vers la technologie, et donc l'envie aussi de présenter, de rentrer dans la technique, d'ouvrir de regarder dans le moteur. Donc on donne des cours où on essaie de leur apprendre des neurones. Alors on est en élaboration de ce cours très très long qui sera du coup un module qu'on appelle le Tech-Art chez nous. Alors on n'appelle pas ça de la technologie, on appelle ça tout de suite un rapport entre la technique et l'art, où on va donc leur donner à voir aussi le fonctionnement des réseaux de neurones, de la base, des modèles simples, des modèles GAN. On va faire un peu les choses très simples, on va les faire étape par étape, mais en essayant de les rendre compréhensibles pour des futurs artistes, des futurs graphistes qui seront en capacité de s'approprier ces outils, parce que d'avoir un regard dans le moteur, c'est aussi être en capacité de comprendre les limites du moteur, ce qu'on peut en sortir, qu'est-ce qu'on peut exprimer avec, et en tout cas pas être subjugué par l'outil, mais être en maîtrise de l'outil. C'est un peu ce qu'on cherche à avoir chez nos étudiants pour que quand ils sortent, ils soient capables aussi non seulement d'acquérir un poste, mais surtout de se projeter dans le long terme. Et là, on voit bien que le long terme, ça sera une nouvelle vague à surfer avec des nouveaux outils, et ça c'est assez passionnant. Et si on arrive à les convaincre, en tout cas c'est notre objectif, que c'est pas un avenir défini, l'IA, c'est-à-dire que on ne sait pas exactement tout ce que ce sera. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un devenir actuel, que c'est aujourd'hui qu'on est en train de le structurer, et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, et que merci encore pour l'invitation. C'est qu'on est très content de participer aussi à la réflexion qu'il y a autour, et on espère bien que toute l'Assemblée ici, etc., qu'on fera des belles choses avec ces outils, et pas simplement tous les risques qu'on y voit associés sur l'emploi, etc. On espère aussi qu'on s'appropriera ces outils pour en générer des belles histoires, encore une fois, des émotions et des nouvelles sensibilités. Donc voilà en tout cas où on en est. Donc un programme là-dessus, et puis toujours cette question derrière nous, là, en tant qu'école, la torpeur pour l'école, c'est de se dire que notre cursus, il est très construit sur cette idée d'abord des arts traditionnels, puis on arrive vers la simulation, vers la 3D, parce qu'on fait beaucoup de 3D dans notre école, et que peut-être ces moteurs de rendu, ils vont être remplacés à moitié, à un quart, peut-être par de la génération. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit pour l'instant l'avenir, en se disant peut-être que nos outils, nos lancers de rayons seront plus suffisants, qu'on fera aussi appel à ces réseaux pour compléter tout ça. Donc en tout cas, la nécessité de rentrer dans ces deux complexités maintenant, et plus simplement dans cette complexité technique qui est celle des moteurs de rendu, par exemple. Merci Simon, je continue un peu le tour de table avant d'avoir peut-être d'autres questions. Tatiana, côté formation continue, tu as peut-être quelques éléments à nous apporter sur les attentes aujourd'hui de l'industrie et des professionnels. Alors déjà, l'AFDAS a plusieurs missions. Donc une mission d'observation pour les branches professionnelles qu'on représente, dont l'audiovisuel, mais aussi la publicité, le spectacle vivant, les médias, etc. Donc une mission d'observation, une mission d'accompagnement des entreprises via notamment la construction de parcours pédagogiques, et troisième mission, le financement de la formation professionnelle. Donc sur l'IA, moi j'ai deux volets à apporter. Première chose, l'observation. Qu'est-ce qu'on observe ? Donc on a cofinancé une étude. C'est sur une région, c'est en Occitanie, mais les enseignements de cette étude sont, on va dire, applicables à tout le territoire, mis à part tout ce qui concerne les organismes de formation en Occitanie, où là, c'est vraiment régional. Mais sinon, ce qu'on a observé, c'est d'une part déjà des pratiques très différentes des entreprises, d'une entreprise à une autre et d'une branche à une autre. Donc on a par exemple les entreprises pionnières et expérimentatrices, et sur ce type d'entreprise, on va retrouver bien sûr la branche de l'audiovisuel, mais c'est pas la première. La première, c'est la branche de la pub, qui
qui utilisent énormément les IA génératives. Et puis, on a quand même pas mal d'entreprises suiveuses et réfractaires. Donc, on a vraiment, c'est le grand écart entre les différents usages. Donc, si on focus sur la branche de l'audiovisuel, effectivement, il y a quand même une utilisation pionnière, mais c'est pas quelque chose encore d'hyper structuré. Mais ça, on l'a vu déjà tout au long de la journée. Il y a quand même aussi beaucoup d'auto-formation, des pratiques, par exemple, par les collaborateurs, et c'est pas forcément piloté par le chef d'entreprise. Donc c'est parfois, ça remonte du terrain jusqu'en haut. Dans certaines entreprises, là où sont des entreprises vraiment à la pointe, c'est vraiment un sujet qui est embrassé par toute l'équipe et par la direction. Mais voilà, on constate quand même beaucoup de pratiques différentes. Et puis, un autre volet, c'est aussi l'observation de ce qu'on a financé, puisqu'on a un rôle aussi de financeur. Et donc, on est allé voir un peu ce que les différentes branches professionnelles qui sont à l'AFDAS ont consommé en matière de formation professionnelle depuis début 2023. Qu'est-ce qu'on constate déjà? C'est une accélération de la demande de formation. Sur les 6 premières semaines de 2024, il y a eu 50% de ce qui a été consommé en 2023, sur toute l'année. Donc on voit bien qu'il y a une accélération de la demande de formation professionnelle sur ce sujet. Mais l'appareil de formation n'est pas complètement prêt, c'est-à-dire que les entreprises les plus avancées ne trouvent pas forcément toujours une réponse dans l'offre de formation existante. J'imagine. Tu sais un peu de s'il y a des demandes spécifiques en termes d'outils dans les demandes de formation ou... Alors, j'ai ma petite anti-sèche parce que je n'ai pas tout retenu. Pour rien de vous cacher, moi j'ai découvert le nom de certains logiciels ces derniers jours, parce que je ne suis pas une professionnelle de l'IA. Aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. En gros, on a presque 350 entreprises qui se sont formées. L'audiovisuel est en 3e position dans toutes nos branches. 44% des formations, c'est sur des logiciels type ChatGPT, Jasper, Midjourney. 38% les fondamentaux des IA, c'est-à-dire en fait de l'acculturation, donc du généraliste. Et puis après, on a 6% sur l'IA rédaction, 6% IA image, et puis 3% contenu, 3% communication. Mais on va dire près de la moitié sur des logiciels d'IAG. Ok, merci Tatiana. On va repasser le micro justement à Elisa. J'ai une question, mais c'est un peu pour tout le monde. On le voit là, il y a des difficultés à amener la formation. Une des raisons qui nous a aussi donné envie de monter ce groupe de travail Creative Machine, c'est l'extrême rapidité des évolutions des intelligences artificielles, ces nouveaux outils qui arrivent tout le temps, à la fois la veille non seulement technologique, qu'on avait plutôt l'habitude de faire, nous, dans une école, un nouveau logiciel, on voit un petit peu la tendance dans les studios, on prend le temps de les aborder, ils mettent des fois plusieurs années à être intégrés dans les pipes. Là, on parle en semaines. On se pose, nous, cette question, mais c'est intéressant de vous la poser, c'est comment aborder ce besoin d'agilité, notamment à l'université, parce que l'université, c'est une structure quand même vraiment assez grande, avec des manières de créer des programmes qui ne se fait pas non plus en 2 jours. Comment vous abordez l'adaptabilité, on va dire, ce monde qui évolue dans vos parcours de formation? Oui, alors je vais répondre, je promets. Je voulais juste rebondir sur le fait que, en fait, dans les appels du gouvernement de type compétences et métiers d'avenir, là, celui dont je parlais tout à l'heure, auquel on participe, en fait, il y a un aspect formation continue, forcément, parce qu'en fait, et c'est pour aussi répondre à ta question, et effectivement, le gouvernement est un peu démuni actuellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se former, il n'y a pas de formateurs. L'université n'est pas super bien positionnée sur la formation continue. En général, on n'est pas très bon à ça parce qu'il y a déjà beaucoup à faire en formation initiale.
Et en fait, donc nous, on va chercher à s'appuyer sur nos chercheurs en se disant que c'est peut-être eux qui sont le plus à la pointe et capables de s'adapter le plus vite au changement pour proposer des formations un peu à la carte aux entreprises. Donc dans le cadre de ce projet-là, on est demandeur. Hein, si votre entreprise veut, on est en train de faire en sorte de pouvoir avoir des blocs de compétences, que les entreprises puissent, enfin que les salariés puissent utiliser leur CPF pour suivre nos formations et tout ça. On est en train de faire tout ce qu'il faut. Mais pour les sujets, ça évolue. En fait, on n'a même pas envie d'écrire des sujets maintenant parce que si ça se trouve, dans 6 mois, quand on sera prêt à partir, il faudra autre chose. Donc ça, c'est vraiment le cas. Alors après, sur la formation initiale, on n'a jamais fait ça. En informatique, on n'a jamais fait ça. Et pourtant, ce qui est vrai en IA maintenant, ça a un peu toujours été vrai en informatique en général. C'est-à-dire que le nouveau langage à la mode, le nouveau framework qu'il faut utiliser, on a toujours eu ce problème-là. Et on a toujours fait le choix de ne pas suivre... alors, c'est sûr, les plus tech d'entre nous, enseignants-chercheurs, vont aller parler de la dernière mode à leurs étudiants. Mais en fait, assez rarement... Je pense qu'il faut qu'on essaie de leur faire comprendre les fondamentaux. Donc nous, typiquement, en IA, on va leur faire comprendre ce que c'est qu'un réseau de neurones, comment ça marche, c'est quoi un modèle génératif, c'est quoi la différence entre un modèle génératif et un modèle discriminatif. Et en fait, on va essayer de leur faire comprendre des choses qui, normalement, font que s'il y a un nouveau DALL-E 15 qui sort l'année prochaine, qui fonctionne, ça ne leur posera pas de problème parce que, normalement, ils savent de quoi ça parle et ils vont pouvoir s'adapter à ce genre de choses. Après, on n'est pas à l'abri, j'en discutais tout à l'heure, par exemple Stable Diffusion qui fonctionne avec des modèles de diffusion qui sont quelque chose qui est relativement nouveau. Ça, il faut qu'on embraye là-dessus pour que nos étudiants sachent ce que c'est. Et c'est vrai que là, il faut se maintenir à jour et ça va quand même très très vite. Mais on va quand même rester un cran derrière. En fait, on ne cherchera pas la dernière technologie à la fac, c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qu'on va vouloir faire. Après, en formation continue, c'est une autre question. Et là, on va essayer de répondre à la demande des entreprises, surtout. Et en ce moment, c'est beaucoup ChatGPT, effectivement. Et Stéphane, oui, parce que côté usager, là, par contre... Oui. Nous, alors, c'est un petit peu différent. Tout à l'heure, j'évoquais un cas particulier qui était donc une de nos formations, un diplôme en motion design 3D, dans lequel j'ai commencé dès l'an dernier, parce qu'on ressentait ce besoin. Il fallait répondre à certaines questions. Pour autant, alors pour rappel, à l'INA, on a aujourd'hui en enseignement supérieur 15 diplômes différents et plus de 400 formations au catalogue en formation continue. Donc on couvre quelque chose qui est assez vaste. Les urgences ne sont pas forcément les mêmes et la temporalité peut être différente. Donc c'est vrai qu'on a commencé très tôt avec certains. On continue là d'avancer sur ceux qui sont le plus confrontés immédiatement. Mais très récemment, j'ai une discussion avec plusieurs de mes collègues où on est en train de préparer comment on va intégrer dans les différentes formations des choses qui concernent l'IA. Je parle juste en quelques cas comme ça, mais sur la production, en journalisme, sur conception, écriture, réalisation, il y a des choses qui vont s'amorcer maintenant très très vite. Deuxième volet, sur la formation continue, on a pris un peu de temps pour ne pas proposer que de l'acculturation, parce qu'en gros, c'est tout ce qu'on pouvait faire dans les débuts. Et là, on commence aujourd'hui, on vient de publier dans notre nouveau catalogue de formation plusieurs contenus sur l'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence artificielle générative. Parce qu'on commence à cibler un petit peu peut-être certaines demandes, certains besoins du côté des entreprises, des intermittents. Tout à l'heure, je citais par exemple sur un outil comme ComfyUI pour Stable Diffusion, nécessite un peu plus de travail pour s'approprier parce qu'il est un peu plus complexe à mettre en place, à installer, à configurer, à utiliser ensuite. Il y a énormément de choses, il faut faire un petit peu de tri. Donc là, une formation peut être vraiment intéressante d'information continue. On a estimé au début que ce n'était pas forcément le cas pour aller uniquement sur Midjourney. Parce qu'en termes de formation, le contenu finalement n'est pas très important. Donc je pense qu'on en est au tout début de la construction d'une offre de formation plus spécifique sur les IA génératives et que par contre on a beaucoup de mal à anticiper ce qu'on fera exactement, ce qu'on proposera dans 6 ou 12 mois parce que ça bouge extrêmement vite et que
on va être encore plus que d'habitude obligé d'adapter notre catalogue qu'on revoyait en gros pour tous les ans. Là, on sait que sur ces matières-là, on va être obligé d'agir très très vite. Ça, c'est nouveau. Merci. Peut-être que Simon peut ajouter quelque chose. Et puis, quand on parle d'agilité, il y a non seulement imaginer les programmes, mais aussi de trouver des gens qui ont un minimum d'expertise. On en rigolait un petit peu pendant notre jam, où on se dit, il y a Jean-Michel, j'ai un peu pris sa place en modérateur, mais qui est presque notre expert à l'école. On a quelques semaines, quelques mois d'usage et on devient presque un expert. On a vu sur les réseaux sociaux une explosion de prompt ingénieurs qui se proposent à être consultants ou formateurs, alors qu'en fait, ils utilisent l'outil depuis des fois quelques semaines. Ils ont fait quelques projets dessus et déjà, ils proposent des choses qui parfois même sont obsolètes parce que voilà. Comment prompter en fait, entre-temps, ChatGPT, on lui parle langage naturel et il prompte à notre place. Et c'est déjà obsolète. Des fois 3 semaines, 1 mois après la proposition. Donc voilà, quand on pose une formation et un programme, c'est une chose. Mais après, comment on trouve les personnes Est-ce que c'est de l'auto-formation en interne avec les équipes comment on trouve ces gens? L'auto-formation, vu qu'on parle on a un petit credo dans l'école où on dit en gros à tous nos enseignants permanents, si vous n'avez rien appris cette année, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est quand même dans une école et même en tant qu'enseignant, on doit continuer à apprendre. Et donc de toute façon, l'auto-formation et la formation aussi externe, elle est assez importante dans l'école. Il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compétences établies parce qu'on est tous en train de défricher. On a besoin d'endroits comme le Discord qu'anime si bien Quentin pour aller voir ce qui se passe, essayer de rester à la page avec le temps qu'on a dans la journée. Mais je pense que tout le monde... on est quand même une industrie, on va revenir un petit peu à ce qu'on est. On est une industrie qui existe depuis 25 ans, tout casser. On est une industrie qui de toute façon est un peu habituée pour l'instant à ces choses-là, en fait, à avoir des nouvelles technologies. Donc c'est pas comme si on se tordait le bras là en termes de réactivité, de changement de façon de travailler. Je sais pas, là, nous, dans les 3 dernières années, on est en train de se rendre compte, par exemple, pour les moteurs qu'on n'utilise plus qu'Houdini. En fait, c'est qu'à moitié décidé, c'est qu'au fur et à mesure, ça s'est étendu parce qu'on s'est rendu compte que les studios passaient à ça, etc. Donc, il a fallu former nos enseignants, que tout le monde se mette à Houdini, tout ça. Mais c'est arrivé naturellement, en fait, parce que de toute façon, il y a une sorte d'appétence pour des nouvelles façons de produire, pour penser les workflows, pour les penser par rapport à une œuvre. Et ça, c'est très important. C'est pas juste de la techno pour la techno. C'est de la techno pour créer, pour asseoir une histoire. Donc en tout cas, ça se passe assez naturellement. Après, naturellement, et c'est quand même avec plein de difficultés, parce que les mêmes torpeurs que nos étudiants peuvent avoir, certains enseignants l'ont. Moi, je sais que quand le premier geste, il y a plus d'1 an maintenant, c'était 1 an et 2 mois, j'avais réuni tous les responsables pédagogiques en disant, OK, il y a ça qui se passe. Il y a l'IA, qu'est-ce qu'on en pense? Ce serait bien qu'on ait une vision d'école ensemble, et j'ai pas envie de la construire tout seul en tant que directeur, j'ai plutôt envie de mettre tout le monde autour de la table, et puis vous les avez testés, donc déjà autour de la table, tout le monde c'était oui, parce que tout le monde je vous ai dit, il y a une appétence, c'est pratique quand même déjà pour discuter. Et puis j'ai été assez surpris, parce qu'en fait, tout de suite, ils ont dit non mais pour de la recherche, etc., pour de la recherche pour du concept, c'est super intéressant. Ça crée des accidents. L'accident, c'est quand même... l'art est créé par des accidents. Donc, ce truc qui va mélanger du Manet avec du Warhol, je ne sais pas ce que ça sort, mais moi, ça m'intéresse de regarder. Et en plus, c'est pas discriminant. C'est pas juste, je prends un bout de Manet, un bout de Warhol, mais ça sort un truc qui a essayé de trouver une structure dans les deux et de les mélanger pour sortir une nouvelle œuvre. Personne n'aurait envie de faire ça. Moi, ça m'amuse parce que ça va créer des accidents qui vont me donner des envies. Et ces envies, ça sera... Et donc ça, de présenter ça aux étudiants, de revenir à l'histoire de l'art, du coup, on a envie de revenir à l'histoire de l'art parce qu'on se met à prompter avec des concepts, avec des concepts qui viennent beaucoup de l'histoire de l'art, en fait, plus que de... tout ça, en fait, ça redonne du poids à l'école aussi, et ça revalide en quelque sorte ce que beaucoup d'écoles... là, je ne vais pas dire que la nôtre, parce que je pense qu'en France, on a des bonnes écoles d'animation, justement parce qu'on a su... en première année, ils font de la sculpture, ils font de la peinture, ils touchent très peu à un ordinateur, et c'est dans quasi toutes les écoles de France où ça se passe comme ça, où on a quand même des fondamentaux artistiques. On se dit tiens, il faut pratiquer, il faut nourrir ce jardin qui est là-haut là, avec des gestes, avec de la manufacture, avec du fer à la main, pour qu'après on puisse accueillir d'autres technologies, d'autres pensées, etc., qu'on ait déjà développé son œil, son regard. Et tout ça, ça va rester identique. Et je pense que ces nouvelles technologies, elles ne changent pas ça. Au contraire, elles le renforcent encore. Et il y a encore plus besoin de ça. Ce qui a changé vraiment dans les 10-15 dernières années, finalement, c'est les exigences des studios. On ne rentre plus, comme il y a 15 ans, dans les studios aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être très formé pour entrer dans un studio. Alors, c'est là où, quand tu disais comment on fait pour se former au continu, là, on ne peut pas avoir la position qu'à l'université, nous, où on a dans ce qu'on dit à nos étudiants quand ils rentrent, on dit on est une école professionnalisante, on va vous amener à un poste et on espère à une carrière. En tout cas, on va essayer de tout faire pour.
il faut qu'on soit à la page. Il faut que dans la démo reel de nos étudiants, dans leur façon de parler des pipelines de production qu'ils ont choisis, qui soient en lien avec l'industrie. Enfin, on est obligé, du coup, tous les ans, oui, de changer nos workflows. Donc, nos programmes sont réécrits tous les ans. Tous les ans, on se repose la question de, OK, quel soft on rentre, Par contre, les fondamentaux, ils bougent moins. Et c'est pour ça que je disais qu'à la fois, voilà, on est un peu en danse sur deux pieds. Un côté où il faut être très avenant sur ce qui se passe, et puis un deuxième où il faut, au contraire, à un moment, prendre le step back et se redire, OK, pour aborder ces technologies-là, quel œil il faut, quelle pensée il faut, quelle sensibilité il faut avoir développé. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait en début de cursus, plutôt. Merci beaucoup, Simon. Peut-être, Tatiana, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins tout ce qui a été dit sur le fait que ce que nous, on a constaté aussi dans cette étude qui a été menée, c'est que l'IA permet aussi d'aller encore plus dans la création. C'est ce qui a été constaté, puisque un des volets de cette étude, c'est aussi l'évolution des métiers. C'est-à-dire quels sont les métiers qui vont disparaître, se transformer, et peut-être des nouveaux métiers, en tout cas des nouvelles compétences qui sont amenées à se développer. Et ce point-là sur la création ressort effectivement dans l'étude. Et je vous invite à aller consulter cette étude sur le site observatoire.avdas.com parce qu'elle est riche d'enseignements. Merci à vous.